L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Je vous présente mes meilleurs vœux et j'espère qu'on va passer de super moments ensemble en 2026 sur cette chaîne YouTube. Et en attendant de voir ça, aujourd'hui on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Je vous avoue, ça fait du bien de revenir au terrain. On sort d'un arc de plusieurs semaines en mode transfert, rumeur et trade machine. Là, vous m'avez demandé un truc clair sur le canal Insta. Spurs contre Thunder, cette rivalité qui depuis quelques semaines est doucement en train de s'installer en NBA. D'ailleurs, si vous voulez continuer de choisir les épisodes avec moi, rejoignez-moi sur Instagram. Je balance les sondages le week-end, vous votez et derrière je construis la vidéo en fonction de vos choix. Puis tant qu'on y est, abonnez-vous aussi ici sur YouTube, ça permet de soutenir fort la chaîne et de ne manquer aucune grosse actu à venir. Mais revenons à la vidéo du jour et la question cette fois-ci est plutôt simple. Est-ce que les Spurs peuvent empêcher le Thunder de gagner un deuxième titre de suite? OKC est le champion sortant, l'équipe s'affiche comme le favori de la saison, et pourtant San Antonio vient de les battre 3 fois en 12 jours. On va décortiquer tout ça pendant 25 minutes, histoire qu'à la fin, on puisse trancher de la manière la plus objective possible à ce sujet. Du coup maintenant l'idée, vous l'avez comprise, alors installez-vous bien, prenez un bon chocolat chaud ou un grog, nous on lance ça tout de suite. Let's go, direction le terrain aujourd'hui, et on a un truc à éclaircir. Comment les Spurs ont-ils réussi à trouver le bouton off de The Thunder qui, il y a encore quelques semaines, semblait complètement invincible? Pour répondre à ça, on pose le décor vite fait. OKC arrive pour la saison 2025-2026 avec la couronne, champion NBA 2025. Shai est élu MVP des finales et l'équipe démarre sa campagne sur les chapeaux de roue avec 24 wins sur ses 25 premiers matchs. Un départ complètement dingue. Malgré ça, les Spurs les ont battus 3 fois en 12 jours, dont une chez eux le jour de Noël. Un statement. Et forcément, quand on a fait ce constat, la question ensuite tombe toute seule. Est-ce que ces 3 défaites correspondent à un accident de calendrier ou alors est-ce qu'entre ces deux équipes, il y a un vrai problème de match-up? Pour répondre, on va bien étudier ces 3 rencontres. Le 13 décembre en NBA Cup, les Spurs gagnent un match serré. Le 23 décembre à San Antonio, ils les explosent de 20 points. Et le 25 décembre, devant toutes les caméras du monde entier, ils gagnent par plus 15 à OKC le jour de Noël. 3 contextes, mais toujours la même conclusion. Les Spurs gagnent. Et le truc qui rend ça encore plus intriguant, c'est que Wemby n'est même pas à plein régime sur cette période. Reprise après blessure, minutes limitées, une utilisation nouvelle, mais ça n'empêche pas le 3-0. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, on va prendre une photo instantanée avant de rentrer dans le dur. Et déjà, ce serait injuste de dire que c'est un petit poussé qui s'est imposé à 3 reprises en mode surprise sur un gros. OKC est actuellement premier de l'Ouest grâce à son début de saison dément, mais au moment où j'écris ces lignes, les Spurs, eux, sont en embuscade et ne sont clairement pas si loin. C'est là que la rivalité devient encore plus croustillante en cette période de fête. Sur la dynamique, OKC connaissait un petit creux pendant que les Spurs, eux, étaient sur une grosse série avant de perdre face à Utah. Pourtant, malgré ce contexte différent, il y a des choses qui ne mentent pas. OKC gagne souvent en écrasant ses adversaires, par exemple, quand San Antonio, de son côté, gagne généralement de façon plus humaine. Mais peu importe, quand ils se croisent, du moins jusque-là pour l'instant, c'est San Antonio qui dicte l'histoire. C'est bien ça que je veux retenir, c'est un point clé car clairement, on parle de 2 équipes qui vont encore se rencontrer à plusieurs reprises d'ici la fin de la saison. Ils ne se sont pas vus juste une fois et adios. Non, rien qu'en régulière, ils vont se voir 5 fois en tout. On en a déjà 3. Derrière, il reste le 13 janvier à Oklahoma City, puis le 4 février à San Antonio. Donc ce feuilleton, on va le revoir, et si les choses se passent bien, on pourrait même avoir de nouvelles confrontations en play-off. C'est bien ça qui est en train de créer la rivalité. Pourtant, à la base, en ce moment, OKC c'est injouable, c'est vraiment l'image qu'ils transmettent depuis le début de la saison. Si j'avais dit, il y a un mois que les Spurs n'avaient ne serait-ce qu'une petite chance de faire douter le Thunder en post-season, beaucoup d'entre vous m'auraient pris pour un taré. Pourquoi? Parce qu'on parle du champion en titre, une équipe avec des automatismes et une habitude de la pression des gros matchs. Ce qui impressionne quand on les regarde, c'est la manière, ce mode rouleau compresseur. En temps normal, cette saison, OKC ne survit pas. OKC met les équipes à distance, soirée après soirée, sans jamais s'arrêter. Ça, c'est important d'en être conscient parce que ça fixe vraiment le décor. Quand on parle du Thunder, on ne parle pas juste d'un contender au rabais qui serait en train de faire une campagne en sur-régime.
Le Thunder, c'est une identité claire, une défense qui casse ton rythme et crée du chaos. Ils mettent les mains partout, ils protègent le cercle et surtout ils ont de la profondeur. Ce n'est pas juste Shai tient la baraque et on prie pour le reste. Autour de lui, t'as Holmgren, Jalen Williams, Dort et une rotation qui maintient le niveau. On l'a vu, même avec des absences importantes, de manière générale, la structure tient. Maintenant, bien sûr, faut en parler, le principal générateur, le point d'ancrage qui tient la baraque en playoff, c'est évidemment Shai. SGA, c'est la garantie anti-panique. Quand le match devient sale, il peut encore te sortir une bonne possession, et c'est pour ça que ce Thunder est champion. Ils gagnent sur la stabilité, ils savent qui ils sont. Donc quand une équipe leur met 3 défaites en 12 jours, on ne peut pas dire que c'est anodin. Impossible, ils doivent y réfléchir. Et ce qui me fait dire, c'est que là, on est vraiment sur un sujet sérieux, c'est que San Antonio, cette saison, on ne peut pas le cacher, a changé de dimension. Les Spurs, ce n'est plus juste une équipe de jeunes sympas, c'est une team qui a grandi des deux côtés du terrain. Wemby reste le centre de gravité, et même quand il est géré, l'équipe avance. Depuis l'arrivée de Fox, t'as un autre accélérateur qui met la pression sur le cercle et qui enlève du poids à Victor en fin de match, et ça, on le voit, c'est plus qu'utile. À mon sens, c'est le vrai shift, ils ne subissent plus les gros, ils les attaquent directement, pleine face. Ce que j'aime, c'est que les jeunes ne disparaissent pas quand ça chauffe, Castle est dans le ton, et autour t'as des relais clairs, Vassell peut punir, Keldon apporte l'énergie, Barnes stabilise, Harper apporte de la fraîcheur. Résultat, les Spurs savent gagner de plusieurs façons, et ça, en playoff, c'est souvent ce qui transforme une belle histoire en menace réelle. San Antonio, ce n'est pas juste un beau conte de Noël, c'est désormais une équipe qui paraît prête pour les grands soirs. Et c'est justement là que le match-up entre les deux teams devient super, mais super intéressant. Le vrai super pouvoir d'OKC, c'est le rythme qu'ils t'imposent. Ils te mettent la pression, ils grattent des ballons et ils punissent avec des points faciles. Donc face à eux, tu peux avoir un plan, ça ne change rien. Si tu leur offres trop de ballons, tu cours après le score toute la soirée. Face à ça, San Antonio possède deux antidotes que très peu d'équipes peuvent se vanter d'avoir en même temps. Le premier antidote sans surprise, c'est Wemby. Pas ses points, son effet. Il change les décisions de ses adversaires avant même qu'il tire et rend la raquette bien moins accessible pour OKC. Le deuxième antidote, c'est Fox. Il arrive à utiliser la pression des Thunder pour accélérer encore plus, et ça, c'est super dur à limiter. Et à ça, je veux rajouter un truc très simple qui, à mon avis, parle à tout le monde. OKC veut gagner la bataille des possessions. San Antonio a des moyens de ne pas leur offrir ça. Il gratte des secondes chances avec un rebond offensif très haut. Et dans ce duel, ça compte tout de suite, parce que tu récupères un max de secondes chances contre une équipe qui te punit à la moindre erreur. Voilà pourquoi ce match-up mérite qu'on le décortique vraiment. Pour ça, d'abord, on va revenir au vrai déclencheur, celui qui a mis la puce à l'oreille à tout le monde. Le 13 décembre, NBA Cup à Las Vegas, terrain neutre, match qui compte énormément, une pression de gros rendez-vous, une ambiance proche des playoffs. En face des Spurs, OKC dans son costume de patron, le genre d'équipe qui finit souvent par te broyer dans le quatrième quart. Et là, ce qui m'a choqué, c'est que les Spurs n'ont pas gagné juste parce que OKC avait oublié de se réveiller au moment opportun. Le scénario est parlant, OKC impose son rythme, les Spurs sont derrière et normalement tu te fais avaler, sauf qu'il s'accroche, il recolle et t'as l'image qui reste, Wemby revient, minute gérée, et il plante un pull-up à 3 points au-dessus d'Hartenstein, message direct envoyé au Thunder. C'est à ce moment-là que pour moi, la soirée bascule dans l'upside down. Dédicace avec Na. Le quatrième quart, c'est Wemby time, il revient à peine, il sort du banc et pourtant il pèse tout de suite, il met les tirs qui comptent et surtout il rend les possessions d'OKC moins confortables. Shai doit aller chercher plus dur et la raquette devient une zone de doute. Vous captez le message, même quand OKC est prêt, sérieux, en mode compétition, San Antonio arrive à exister. Le détail qui rend ça encore plus crédible, c'est que ce match n'est pas un one-man show. Vassell plante 23 points, Fox et Castle en ajoutent 22, tout comme Wemby qui en plus finit à 9 rebonds en à peine 20 minutes. En face, Shai est à 29, Chet et Jalen Williams sont là aussi, donc c'est pas le Thunder qui est passé à côté de son match, ce sont les Spurs qui les ont testés. Voilà pourquoi ce 13 décembre lance le doute. Et c'est pour ça aussi que pour confirmer tout ça, la deuxième manche était capitale, et là tremblement de terre, à nouveau. Le 23 décembre, cette fois, on n'est plus sur un terrain neutre, ni sur un match événement, on est à San Antonio, match classique de saison régulière, et les Spurs collent une vraie claque, 130 à 110. Ça, à mes yeux, ça change tout parce que ça dit un truc simple. La première victoire pouvait passer pour un soir spécial, la deuxième, c'est une démonstration. D'autant plus qu'on parle d'un choc de haut de tableau entre deux équipes qui se connaissent, et un Thunder censé être revanchard. Impossible de mettre ça sur le dos du hasard. Et en vrai, ce que j'ai adoré dans ce match, c'est qu'il a raconté une histoire hyper lisible. Pendant longtemps, c'est un combat, et puis au quatrième, San Antonio appuie et ça devient irrespirable. Et surtout, tu retrouves des marqueurs très simples. Il gagne la peinture, il protège mieux le ballon, et il retourne le KO d'OKC contre OKC. Et le truc qui pique vraiment, c'est qu'ils ont aussi réussi à les battre en mouvement. Les Spurs courent au bon moment, le ballon bouge, le match devient collectif. C'est pas juste un soir de magie, c'est une domination réelle sur le rythme que d'habitude le Thunder maîtrise à la perfection. Une nouvelle fois, on ne peut pas donc juste parler d'un simple hold-up, c'était autre chose.
SGA met 33 points, il fait son match de star et malgré ça, OKC perd de 20, donc tu ne peux pas raconter ils étaient sans leur leader ou ils sont passés à côté, ils ont juste affronté une équipe qui, ce soir-là, gagnait les batailles qui font d'habitude gagner le Thunder. Voilà pourquoi cette deuxième victoire valide le problème de match-up. Surtout que derrière, après tout ça, il reste encore le match qui a fait basculer le débat dans le grand public. Le 25 décembre, Christmas Day, slot premium, tout le monde a les yeux dessus et surtout c'est au Paycom Center, la salle du champion, la salle qui ressemblait à une forteresse depuis le début de la saison. Et c'est précisément là que les Spurs envoient le message le plus violent. Victoire 117-102 à l'extérieur, troisième fois en 2 semaines. Une nouvelle fois, ce qui marque c'est la manière. San Antonio est globalement devant toute la soirée, ils prennent l'avantage, ils le gardent et ils creusent au moment où OKC d'habitude vous étouffe, c'est hyper fort. Vous voyez l'impact, gagner dans l'Oklahoma le jour où tout le monde regarde sa télé, forcément ça marque les mémoires. Parce que ce soir-là, OKC est en galère au tir et c'est hyper lisible. Les Spurs finissent au-dessus de 50% d'adresse, OKC est sous les 40%, donc ce n'est pas une histoire de chance ou de buzzer, c'est une équipe qui met des tirs propres et l'autre qui n'arrive pas à trouver ses tirs confortables. Et au milieu de ça, même Shai n'est pas en pilotage automatique, il met 22 points mais avec une adresse beaucoup moins propre que d'habitude, 7 sur 19 au tir. Pas besoin de lui tomber dessus, c'est juste que pour une fois, San Antonio lui a enlevé ses repères. Là pour moi, la rencontre devient un vrai signal, bien plus qu'un simple résultat de saison régulière. Ouais, l'histoire du match, elle est simple à visualiser. OKC démarre fort, ils mettent leur premier tir, ambiance maison, ça pousse et Fox direct coupe le son. Il est énorme en première mi-temps, il en met 21 avant la pause et à la mi-temps, les Spurs sont devant 69-60. Ensuite, le passage qui tue, c'est le troisième quart. San Antonio monte l'écart, ça grimpe jusqu'à plus 15 et tu sens que la salle n'arrive jamais à reprendre le contrôle émotionnel. Fox finit à 29, Wemby est à 19 points et 11 rebonds en minutes gérées, Castle apporte aussi et tout ça suffit à verrouiller un match pourtant vitrine. C'est ça le truc, même les gens qui d'habitude détestent surinterpréter, sur ce coup sont obligés d'écouter. Et le plus intéressant, c'est le comment. Sans vouloir me prendre pour un coach, je peux me permettre de dire que sur les matchs du 23 et du 25, Mitch Johnson a imposé la même logique. Tu rends la vie de Shai moins confortable, tu domines la peinture, tu protèges le ballon pour ne pas nourrir le chaos d'OKC et tu cours quand toi tu l'as décidé. Mais bout à bout, on comprend pourquoi ce n'est pas juste un soir de réussite, mais bien plus que ça. Et je vous le dis comme je le pense, ce qu'ont fait les Spurs sur ces 3 rencontres, c'est un truc de malade. Sur Shai, l'objectif c'est pas de l'éteindre, ça n'existe pas, l'objectif c'est de lui enlever ses tirs de confort. San Antonio lui met des coups, lui impose de la longueur et il doit déclencher plus loin, plus haut, plus contesté. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Le 23 il met 33 points et OKC prend quand même une claque. Donc c'est pas juste un plan anti-Shai en mode obsession, c'est un plan anti-OKC. Tu limites Shai et tu coupes tout ce qui peut s'allumer autour. Dans ce contexte, en fait, ce qui se passe dans la peinture pour moi devient le thermomètre le plus évident. Les Spurs ne fuient pas le contact, ils vont chercher des points près du cercle, là où une défense d'élite est censée te dégoûter, et sur les gros matchs, ils gagnent cette bataille. Résultat, OKC défend plus longtemps, s'use et perd un truc essentiel, leur capacité à faire tourner le match en avalanche. On le sait, un truc sur lequel beaucoup d'équipes butent face à OKC, c'est la gestion du chaos. Le Thunder adore quand ça devient sale, une passe molle, une interception et derrière c'est panier facile, public debout, tu prends une rafale. Le 23, les Spurs font l'inverse, ils perdent moins de ballons et surtout ils punissent les pertes d'OKC. Et le 25 c'est encore plus parlant, même quand San Antonio fait des erreurs, OKC ne récupère pas son jackpot habituel, il marque très peu en contre-attaque. Donc les Spurs courent oui, mais quand eux l'ont décidé. Le 23 ils mettent 19 points en transition contre 5 pour OKC. Le 25 ils sont encore devant. Et là Fox change tout parce qu'il transforme un mini-espace en panier simple sans transformer ça en précipitation. Alors après, je vous vois venir et oui, à OKC, on peut leur trouver des excuses. Déjà, les 3 matchs ont eu lieu pendant la même quinzaine dans une période un peu plus molle pour le Thunder. À côté de ça, entre la NBA Cup et le Christmas Day, on ne peut pas le cacher, 2 de ces 3 rencontres ont été disputées dans un contexte spécial. Mais justement, le truc pour moi, c'est que ces excuses n'effacent absolument pas le message envoyé. Ce qui tue l'idée du hasard, c'est que ce n'est pas un seul scénario qui a pris place à 3 reprises. On a eu un match serré, un match gagné large, une victoire à l'extérieur le jour où tout le monde regarde. Donc on peut dire ce qu'on veut, ça fait beaucoup. Le Thunder ne déjoue pas, ils font juste face à un plan qui les gêne, point barre. Et avec ça, je veux ajouter 2 autres détails qui à mon avis sont impossibles à balayer. Le 25 décembre, OKC perd avec très peu de ballons perdus, donc tu peux moins raconter, ils se sont sabotés tout seuls. Comme on l'a dit, on ne peut pas dire que Shai a été complètement invisible non plus, donc le sujet c'est pas Shai qui a eu 3 soirs sans, c'est OKC a galéré, et c'est tout. Surtout que si on veut titiller, on peut bien sûr trouver des excuses aux Spurs aussi. Tant que les minutes de Wemby sont gérées, comment affirmer que San Antonio est au maximum de ses capacités ? C'est là où je veux en venir, le contexte a son importance, oui, mais dans cette histoire ce serait malhonnête de dire qu'il fait tout. Franchement, voir que les Spurs arrivent quand même à s'imposer 3 fois avec leur meilleur joueur qui est en minutes limitées, c'est un signal qui pique.
Wemby a beau jouer avec un temps de jeu géré, peu importe, il pèse tout de suite, pas seulement en stats, dans le maintien de la raquette, dans les angles, dans les décisions d'OKC, et le plus fort c'est que plus ses minutes montent, plus son impact se voit sans que les Spurs aient besoin de forcer le jeu pour lui. Vous captez le délire, ce n'est même pas la meilleure version des Spurs et pourtant ça leur a quand même permis de s'imposer 3 fois contre le favori numéro 1 de cette saison régulière. Puis pour Wemby, sortir du banc, ça ne veut pas dire être moins important, ça peut vouloir dire je choisis quand je lâche le monstre, pour casser un run, pour verrouiller un carton, pour refroidir une salle, et surtout son impact défensif ne se résume pas au contre. Un contre, c'est la version visible, Victor Wembanyama, c'est aussi les lay-ups qui deviennent des flotteurs moches, les pénétrations qui s'arrêtent à mi-chemin, les passes ressorties en panique, les tirs qui ne sont même pas tentés, son influence commence bien avant le tir. Donc la vraie question, je vous la pose comme ça, si ce qu'on a vu là sur ces 3 rencontres, c'est la version frein à main des Spurs, ça va donner quoi quand San Antonio va lâcher les chevaux ? Quand Wemby passera de 25 à 38 minutes, quand le rythme, les lectures et les habitudes seront revenus, est-ce que ça va être une dinguerie ? Sans aller jusque-là, ce qu'on a vu sur ces 3 matchs, c'est déjà ultra instructif, alors même qu'aucune des 2 équipes n'est dans sa version parfaite. Côté Spurs, Wemby est encore géré. Fox n'a pas été sur une ligne droite niveau pépin physique non plus. Les jeunes continuent d'apprendre en live, et malgré ça, t'as un 3-0 en 12 jours contre le champion. Donc oui, sur le papier, San Antonio peut encore monter d'un cran quand tout s'aligne. Plus de minutes pour Wemby, plus de rythme, plus de continuité dans les rotations, un Fox à 100% qui met la pression en transition toute la soirée. Tout ça peut rendre le puzzle encore plus dur à résoudre pour OKC. Et avec tous ces éléments en tête, je peux tellement comprendre qu'on ait vraiment envie de s'emballer pour les Spurs. Mais le truc, c'est que si on redescend un petit peu sur terre, l'autre côté de l'histoire, l'autre facette est au moins tout aussi important. Mark Daigneault, sur une série de playoffs, c'est pas un coach qui rejoue cette fois le même match, c'est un coach qui apprend vite, qui varie, qui te force à changer ton plan. Tu bats OKC une fois, ils te respectent. Tu les bats 2 fois, ils touchent 2-3 réglages. Tu les bats 3 fois, ils arrivent au prochain rendez-vous avec des réponses. Et c'est normal, c'est un champion avec un coach et une structure qui vivent pour ça. Donc ce qui vient, selon moi, est potentiellement encore plus intéressant que ce que l'on a déjà vu, parce que Mark Daigneault a bien plus d'un tour dans son sac. Après, c'est facile à dire, qu'il est super fort et qu'il va tout gérer. Encore faut-il trouver des solutions. Déjà, un ajustement évident, c'est où est Wemby. Si le monstre est sous le cercle et qu'il vous change toutes les finitions, OKC peut chercher à l'attirer loin de sa zone de confort, le faire défendre en mouvement, l'emmener plus haut, l'obliger à choisir entre protéger la raquette et respecter un tir extérieur. Deuxième truc, le rythme. Si les Spurs arrivent à courir quand eux l'ont décidé, OKC peut très bien se dire on sécurise plus, on contrôle plus, quitte à marquer un peu moins vite mais plus propre. Et troisième point, côté défense, vous pouvez être sûr d'un truc, ils ne vont pas offrir les mêmes couloirs à Fox toute l'année. Ils vont tester des match-ups, des aides plus disciplinées, des prises à 2 au bon moment, juste pour voir si San Antonio peut garder la même qualité de décision. Et c'est ce que j'aime, là on parle d'un vrai duel qui est en train de s'écrire cette saison, un vrai début de rivalité. C'est pour ça que je trouve la suite fascinante. Oui, les Spurs peuvent être plus forts au complet, mais OKC aussi peut devenir plus dangereux parce que c'est exactement dans ces moments-là qu'un champion montre son vrai visage. On a eu 3 preuves, maintenant on va voir les réponses. Souvent c'est là que commence une histoire qui ressemble aux playoffs. Mais maintenant qu'on a les clés, on arrête 2 secondes le replay et on va essayer de voir la suite, ce qui va se passer dans le futur. Le vrai match qui va confirmer ou inverser la tendance, il arrive très vite, le mardi 13 janvier 2026 à Oklahoma City au Paycom Center. C'est la 4e confrontation sur 5 cette saison et c'est la première fois qu'OKC revoit San Antonio avec du temps pour digérer le 0-3. Donc oui, ambiance, on met les choses au clair, pas juste un match random de mi-janvier, en espérant que tout le monde soit au complet. Et là, à mon avis, on touche un petit peu à l'arc psychologique de ce feuilleton, le moment où le mental pourrait prendre le dessus. Côté Thunder, c'est simple, ils vont le jouer comme un statement. On est les champions, stop aux histoires, reprendre la main sur leur salle, leur statut, leur identité. Côté Spurs, c'est l'examen inverse. Est-ce que tu peux répéter les mêmes exploits quand l'adversaire a enfin eu le temps de se préparer? Et même si tu le perds, le test reste le même, rester dans le match, ne pas se cramer mentalement et comprendre ce qu'OKC a changé pour mieux préparer la suite. Et donc pour suivre ça comme il faut et avoir toutes les clés en main au moment venu, je vais vous donner quelques repères faciles à assimiler et à repérer. Si OKC redevient OKC, ça se verra, plus de ballons grattés, plus de points faciles et une transition qui repart. Si les Spurs restent dans leur vibe, ça passe par la peinture, un ballon protégé et un Shai obligé de vivre sur des tirs compliqués. Et le détail qui peut déplacer tout le film, est-ce que Wemby sera encore géré ou alors plus libéré? Et est-ce que Fox sera toujours aussi frais? En quelques mots, à mon avis, ce match se jugera plus par le récit que par le score final. Le 13 janvier, ce n'est pas juste qui gagne, c'est comment on classe l'histoire, parce qu'aujourd'hui on a un 3-0 Spurs et ça a ouvert une brèche dans le storytelling du champion. Soit OKC referme ça d'un coup en mode circulé, y a rien à voir, soit la brèche devient un sujet qui colle à la peau jusqu'au playoff. Et ce qui est fou, c'est que le même vainqueur peut raconter 2 récits différents selon la manière. Un plus 10 peut être un match maîtrisé ou un match flippant, vous voyez l'idée? Maintenant je vais vous donner plusieurs scénarios, version terrain et version média, sans se perdre.
Le 13 janvier, il y aura 3 lectures simples. Si OKC gagne facile, ils reprennent la main et calment l'histoire. Si OKC gagne serré, ça confirme qu'ils restent favoris, mais que ce match-up leur coûte. Par contre, si les Spurs gagnent encore, là tu ne peux plus parler de run, tu parles d'un obstacle réel. Par contre, faudra pas oublier aussi que le soir du match, tout sera amplifié par 2 curseurs. Si Fox est diminué et qu'OKC gagne, ça relativise. Si Wemby est plus libéré et que San Antonio gagne, ça amplifie le signal actuel. Et au final, quel que soit le score final, le vrai takeaway sera simple. Qui avait l'air confortable et qui avait l'air de jouer en apnée? Et le mieux, c'est que dans cette saison régulière 2025-2026, cette histoire ne s'arrêtera pas à ce match du 13 janvier. Parce que derrière cette rencontre, il y aura un dernier épisode qui peut soit tout calmer, soit tout enflammer le 4 février 2026. Les Spurs reçoivent OKC au Frostbank Center. C'est le match 5 sur 5 entre eux en saison régulière, le dernier face-à-face, celui qui fixe la photo mentale avant d'arriver dans la zone où tout le monde commence à penser aux playoffs. Et même sans faire de cinéma, c'est un match qui compte aussi sportivement, parce que les confrontations directes peuvent servir de départage si ça finit proche au classement. Niveau vitrine, c'est annoncé sur ESPN en soirée, donc c'est typiquement le genre de rendez-vous où la ligue a envie d'avoir une réponse claire. Derrière, encore une fois, on aura 3 lectures possibles, très simples. Si OKC gagne les 2 prochains matchs, pour moi c'est officiel, ils reprennent les commandes, ils reprennent le volant. Si les wins se partagent entre les 2 équipes, tu installes l'idée d'un match-up spécial entre le Thunder et les Spurs. Par contre, si San Antonio sweep OKC sur la saison, tu valides l'idée d'une étiquette spéciale. À l'ouest, à San Antonio, il y a un vrai obstacle pour le Thunder. Mais bref, maintenant qu'on a parcouru à peu près tous les éléments d'analyse, il va être temps de me mouiller et de répondre à la question du jour. Est-ce que les Spurs peuvent empêcher le Thunder de remporter un 2e titre consécutif ? Si je dois donner un verdict net aujourd'hui, il est simple. En playoff, Oklahoma City reste favori. Pas parce que les 3 défaites contre San Antonio ne comptent pas, mais parce qu'en post-season, le statut et l'expérience s'apaisent. OKC est champion en titre, ils ont déjà vécu les matchs où tout devient lourd, où chaque run est une claque mentale, où les ajustements se font d'un match à l'autre. Et ils ont chez comme assurance vie. Quand le basket devient moche, quand les tirs deviennent difficiles, il s'est encore créé une bonne possession. Donc sur cette match, avec la pression, avec les détails, avec le temps de s'adapter, le Thunder, pour moi, part devant. Mais le truc, c'est que ce n'est pas non plus juste pour ça qu'on va balayer tous les obstacles que peuvent représenter ce match-up d'un revers de la main. Parce que San Antonio n'a pas juste gagné sur un soir, ils ont battu OKC 3 fois en 12 jours dans 3 contextes différents, et ça force tout le monde à les respecter. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un plan qui gêne vraiment la machine. Wemby change la raquette avant même que l'action se termine. Fox peut casser la pression d'OKC en une accélération, et quand tu arrives à faire dérailler le script du Thunder, celui où ils volent des ballons, courent et te mettent loin au score, tu deviens plus qu'un outsider. Tu deviens le caillou dans la chaussure, celui qui rend un parcours de titre beaucoup plus inconfortable. Donc là, même si j'ai un avis, pour l'instant, la vraie réponse à ma question dépendra du futur et de 2 conditions que je trouve bien concrètes. Première condition, Wemby à 100% en playoff sans restriction, prêt à tenir une guerre de 40 minutes, pas juste bon mais durable, mobile, solide, capable d'enchaîner les matchs sans perdre son impact, parce qu'entre un Wemby géré et un Wemby plein régime, ce n'est pas la même série, et il faudra espérer que Fox soit en super santé lui aussi. Deuxième condition, OKC capable de gagner autrement que par son mode automatique. Si San Antonio te coupe les points faciles, te ralentit, te force à jouer plus posé, est-ce que tu sais quand même gagner une série? Les 2 prochaines confrontations de janvier et février vont nous donner des indices énormes pour pas seulement savoir qui gagne, mais surtout voir comment OKC peut gagner et si ça coûte cher au Thunder. En gros, vous l'avez compris, aujourd'hui, encore, même après ces 3 victoires, dans un contexte de playoff, je donne le Thunder favori. Par contre, les Spurs, avec ces 3 wins en 12 jours, ont réalisé un vrai accomplissement, et la question ce n'est pas est-ce que les Spurs vont les empêcher de gagner un titre, mais est-ce qu'ils peuvent, et franchement, je pense que oui. Et puis si San Antonio confirme lors des 2 prochains duels, on ne pourra plus le nier. Ça voudra dire que les Spurs ont vraiment trouvé la clé pour faire barrière aux champions en titre. Mais là maintenant, je veux vos avis, parce que c'est exactement le genre de débat qui fait vivre la chaîne et qui est passionnant. Du coup déjà dans un premier temps, abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de ce feuilleton avec moi. Juste après, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster avec la nouvelle feature qui donne une vraie force dans l'algorithme pour la mettre en avant. Et enfin, faites-moi péter cette section commentaires pour me donner vos avis. Pour tout ça, je compte sur vous et cette fois encore plus que d'habitude, j'ai hâte de vous lire et de connaître vos avis. Alors let's go l'équipe.